Dans la vaste galaxie des films de science-fiction, il flotte un objet inexplicable et incompréhensible qui devrait être déchiré par les tensions colossales de ses contradictions internes, mais qui continue pourtant de briller dans le cœur de beaucoup de monde qui l'ont vu. Peut-être que c'est votre cas à vous, c'est certainement mon cas à moi. Ce film-là, c'est Le Trou Noir. Le Trou Noir, un film légendaire des studios Disney de 1978-79, à la fois un des meilleurs films de science-fiction des années 70 et un des pires films de tous les temps. C'est absolument sidérant à quel point ce film-là est génial puis marche absolument pas de l'autre côté. Je pense jamais vu ça à part dans ce film-là, à ce point-là. Puis, on va regarder ça tantôt, parce que pour moi, la grande question de ce film-là, c'est justement pourquoi c'est aussi bon, puis pourquoi ça marche pas. Mais on va commencer par qu'est-ce que c'est d'abord en vérité? Ben c'est ça, c'est une sorte de space opéra. C'est la réponse des studios Disney à la guerre des étoiles. C'est une époque où les studios Disney se cherchaient pas mal. En réponse au film Catastrophe, apparemment, puis à la guerre des étoiles, puis aussi inspiré par 2001 Odyssée de l'espace, ben ils pondent cette hyper-production. Ben c'est ça, c'est l'histoire d'une bande d'intrépides explorateurs de l'espace. Fait que t'as le capitaine, t'as le jeune premier, t'as la femme télépathe, t'as le savant qui aime juste un petit peu trop la science, t'as le vieux grincheux qui, je pense, est l'ingénieur, puis je suis pas certain, puis t'as le robot attachant qui tombe sur les nerfs. Rapidement, quand le film commence, il plonge de mystère en mystère, en fait. Il y a une succession de phénomènes incompréhensibles qui se produisent. Il trouve un énorme trou noir. Le phénomène astronomique, où est-ce que c'est c'est une étoile qui s'est effondrée sur elle-même, apparemment. Je pense que c'est l'hypothèse la plus répandue. Et la gravité de ce corps céleste est tellement énorme qu'elle attire même la lumière. Même les photons n'arrivent pas à sortir là, du trou noir. Puis c'est le plus gros que eux ont vu de leur vie, les explorateurs. Mais en tâchant d'aller voir, faisant fi de toute prudence, en tâchant de s'approcher pour aller contempler le spectacle de ce trou noir, ils trouvent un vaisseau spatial à l'abandon. C'est le Cygnus. Au début, le vaisseau flotte, toutes les lumières sont fermées, donc ça a l'air d'être un vaisseau mort, mais notre femme télépathe détecte des signes de vie à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Rapidement, le Palomino, le vaisseau de nos héros, c'est ça, il se trouve à être aspiré par le trou noir parce qu'ils ont volé trop proche. Ils réussissent à se sauver, mais en se sauvant, toutes les lumières du Cygnus s'allument. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la femme télépathe, son père était à bord du Cygnus avant qu'il ne disparaisse. Le commandant de l'expédition, c'était un docteur Reinhardt, je pense qu'il s'appelait. C'est une sorte de savant fou, mégalomane, mais extrêmement charismatique, qui avait convaincu le gouvernement mondial, ou je sais pas trop quoi, de bâtir ce vaisseau-là pour aller explorer les trous noirs à l'époque. Finalement, il a reçu l'ordre de revenir parce que, c'est pas super bien expliqué, mais parce que les gens trouvaient que sa mission avait plus d'allure finalement. Ça fait qu'ils lui ont ordonné de revenir, mais le vaisseau est disparu sans leur donner de nouvelles. Ben là, il est là, à côté d'un trou noir. Puis c'est ça, le père de la télépathe était à bord du vaisseau. Ça fait qu'elle aimerait bien ça, savoir s'il est encore en vie. Puis quand nos héros, donc, pénètrent à l'intérieur du Cygnus, il n'y a personne à bord. Éventuellement, ils se rendent compte que c'est ça, le vaisseau au complet semble être piloté par des robots humanoïdes. Ils sont dirigés par un robot diabolique. Carrément, apparemment, le dessin du robot vient du diable dans Fantasia, c'est ce que j'avais vu à l'époque, là, qui s'appelle Maximilien. Donc, on a carrément un robot diabolique. Puis, on découvre que le docteur Reinhardt, finalement, est encore en vie, que c'est lui qui a bâti tous ces robots-là, que le père de la femme télépathe, hélas, est décédé il y a 20 ans de ça, mais que le professeur Reinhardt se prépare à plonger dans le cœur du trou noir. Pour des raisons qui ne sont jamais entièrement expliquées, mais pour rencontrer Dieu, essentiellement. Fait que c'est à peu près ça. Je vais y revenir dans un instant parce que une des affaires qui marche pas dans le film,
c'est l'histoire et pourtant les éléments mystérieux de l'histoire, la prémisse, puis beaucoup des éléments narratifs de base du film sont hyper cool, super intéressants. Ça fait partie des nombreuses contradictions internes du film. Je reviendrai dans un instant. Voilà, quel est le terrible secret de ces robots, du Cygnus, que va découvrir le docteur Reinhardt et les autres malheureux qui risquent de plonger au cœur là, de ce trou noir. On va le savoir... Si vous écoutez le film au complet, vous allez le savoir. Voilà, pourquoi c'est bon? Il y a 3 raisons. Puis il faut commencer en disant, c'est ça, c'est sidérant parce que estifie que c'est pas bon. Je l'ai réécouté hier encore, là. C'est vraiment mauvais, excusez-moi de le dire. Là. Il y a des trucs, ça va... mais en même temps, c'est hallucinant comme c'est bon. Puis la première raison, c'est facile à identifier là-dessus. Là. La première raison, c'est que visuellement, c'est absolument splendide. C'est du grand art, essentiellement. Puis là, on parle autant des effets spéciaux, c'est des effets spéciaux analogiques de l'époque, mais ils sont hyper réussis, des effets spéciaux style Les Guerres des Étoiles, mais la conception des vaisseaux, la conception des robots, même il y a le robot attachant là, qui est clairement conçu pour un enfant de 4 ans. Incidemment, je l'ai vu quand j'avais à peu près cet âge-là, puis je pense que même à l'époque, le robot, je trouvais que ça faisait un peu jeune, même pas moi. Le robot Maximilien, puis le concept la conception des vaisseaux comme le Cygnus, puis tout ça, c'est magnifique, là. C'est vraiment magnifique. Puis toutes les séquences où il flotte dans l'espace, puis les couleurs, puis les décors. Donc c'est ça, le décor du Cygnus, quand on rentre dans la salle de contrôle avec tous les robots humanoïdes, puis les ordinateurs sur les murs, puis la galaxie là, qui est visible par les fenêtres essentiellement. C'est grandiose. Là. Puis il faut rajouter à ça qu'il y a plusieurs séquences qui, narrativement, tombent comme un cheveu sur la soupe, là, qui sont bons, mais qui sont visuellement magistrales. Je pense par exemple à une des images très connues du film où est-ce que nos héros sont en train de traverser une sorte de pont à l'intérieur du Cygnus et il y a une boule de feu colossale qui est en train de se diriger vers eux autres. C'est très impressionnant. Puis c'est bourré d'affaires comme ça. À un moment donné, il se trouve il flotte dans l'espace vers la fin. C'est super cool. Puis on va dire qu'il voyage dans une autre dimension. Je vous le conterai pas au cas où vous ne l'avez pas vu, là. Mais donc ça fait un petit peu penser à Event Horizon. On va dire ça comme ça. C'est assez proche et étonnant, en fait, à quel point les deux films sont proches. Mais donc c'est ça. Ici, les séquences où est-ce qu'on rentre dans le trou noir à la fin, où est-ce qu'on voyage dans cette dimension mystérieuse, c'est extrêmement bien réussi, là, visuellement. Fait que c'est pas rien, ça, puis jumelé à ça, on a la musique de John Barry, un des meilleurs compositeurs de films de l'histoire. Il est surtout connu pour la musique des James Bond, puis il a un style facile à reconnaître, qui est très accrocheur, genre avec des cuivres, puis tout ça, puis les cordes, là, c'est très... c'est pas wagnérien, mais c'est impressionnant, on va dire ça comme ça. C'est accrocheur et impressionnant. Il y a vraiment sa griffe, le John Barry. L'effet que ça produit, c'est bon comme la musique de la Guerre des Étoiles, à beaucoup de points de vue. Ça améliore le film autant que la musique de John Williams améliore la Guerre des Étoiles. Vous savez probablement vous savez peut-être que quand George Lucas a présenté la Guerre des Étoiles, un montage préliminaire à ses copains, Francis Ford Coppola, puis tout ça, tous les grands réalisateurs de cette époque-là, c'était ses copains. Puis il a projeté le film à sa bande, mais avant que John Williams ait ajouté sa musique. Puis ça a été non seulement une catastrophe totale, mais ses amis sont venus le voir après pour lui dire « Mon pauvre George, on est tellement désolé pour toi. » Parce qu'il était convaincu qu'il avait détruit sa carrière et sa vie avec ce film-là. Parce qu'il trouvait ça tellement mauvais sans la musique. La Guerre des Étoiles. Le film qui a défini une génération, au moins. Fait que c'est pour dire la musique. Là-dedans, la musique de John Barry, elle est aussi bonne que dans la Guerre des Étoiles. Et je pense que s'il n'y avait pas la combinaison des deux, le côté visuel et le côté musical, personne ne s'en souviendrait vraiment là, du Trou Noir. Mais il y a une troisième raison qui fait que tout ça marche, c'est que ce visuel-là puis cette musique-là sont au service
de ce qui, au début, qui s'annonce comme une très, 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 très bonne histoire. La prémisse du vaisseau mystérieux qui flotte à l'abandon dans le cosmos, avec le genre de mélange de capitaine Nemo puis de savant fou mégalomane qui veut diriger son vaisseau dans le cœur du trou noir, puis les robots mystérieux, tout ça, c'est hyper, hyper, hyper intéressant, là. Au début, le mystère fonctionne, puis quand on réfléchit au film après l'avoir vu, on a des images puis des moments qui nous reviennent en tête, certainement moi, peut-être vous aussi, je sais pas, mais des moments qui sont excellents. Ouais, ce bout-là, c'est bon, le bout où est-ce qu'ils sont dans la genre de serre. Il y a une vitre qui explose, donc là, tout devient frigorifié, puis il faut qu'ils se promènent là-dedans, ça c'est cool, puis bon. Fait quoi, il y a plusieurs moments qui sont excellents, puis la prémisse est vraiment très forte. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'ils font avec la prémisse, puis j'ai quand même réfléchi un petit peu avant pour essayer de comprendre pourquoi, avec autant d'éléments qui fonctionnent suffisamment pour que je puisse dire « Ouais, c'est un de mes films préférés », sur la liste de 50 plus que la liste de 10, là, je vous le dis, là, mais quand même, c'est quand même un film que je réécoute régulièrement avec plaisir. Mais pourquoi est-ce que c'est en même temps, excusez de le dire, aussi mauvais? À la limite de l'inécoutable, d'après moi. Puis je vais puis là, dans ma petite réflexion, d'habitude, je parle de questions fondamentales de l'existence, fondamentales pour moi en tout cas. Quel est le sens de la vie? Où allons-nous? Qui sommes-nous? L'aliénation, la culture, l'individuation. Mais là, aujourd'hui, le mystère profond, c'est cette contradiction-là du film. Fait que je vais commencer par dire toutes les affaires qui ne marchent pas pour bûcher sur le film, mais pour montrer les contradictions, je pense, à l'intérieur. Puis je vais avancer une ou deux idées de pourquoi le film, ultimement, est un échec artistique. Parce que peut-être que ça nous éclaire sur, OK, qu'est-ce que ça prend, finalement, pour qu'une œuvre artistique fonctionne. Puis c'est intéressant d'avoir un cas liminaire, là, un cas qui est autant sur la frontière entre le sublime et le grotesque, finalement. Bon, dans aucun ordre particulier, qu'est-ce qui marche pas? Ben, on a un paquet d'acteurs. Plusieurs des acteurs, en tout cas, c'est du monde que généralement on est plutôt content de voir. Là, je pense à Borgnine en particulier. Il y en a ce Borgnine qui fait le vieux grincheux, ingénieur, je suis pas trop certain. Mais il y en a pas un qui est vraiment bon là-dedans. Il y a Robert Forster, il y a Yvette Mimieux, qui fait, je pense, Mina. Là. Elle fait la jeune fille du futur dans La machine à explorer le temps, là, le film de 1960 avec Rod Taylor, que j'aime beaucoup. Ben, elle là-dedans. Puis il y a Anthony Borkins, le gars qui joue dans Psycho, là, de Hitchcock. Ben, c'est lui qui fait notre savant qui aime trop la science. Puis la voix du robot sympathique et attachant, c'est Roddy McDowall. Il a joué dans beaucoup de films de science-fiction. C'est lui qui, je pense que c'est lui qui fait Cornelius dans la planète des singes. Il joue dans It, un film de Golem des années 60 qui est très cool. Bref, tu sais, Vampire, vous avez dit Vampire. Il fait Peter Vincent là-dedans. Adorable, attachant, génial. Et j'oserais presque dire transcendant. Là. Je pense qu'il joue dans un Colombo aussi. Même en meurtrier dans Colombo, si c'est lui, je pense, il est hyper sympathique, il est toujours attachant. Mais personne n'est bon là-dedans. Il y a Robert Foster, bon. Tout le monde joue hyper artificiel, hyper faux, moi je trouve en tout cas. Puis c'est peut-être en partie parce que le dialogue est le dialogue est vraiment pas bon. Je regrette de dire qu'il est pompeux, prétentieux et artificiel. Okay, c'est un dialogue du niveau des préquels de Guerre des Étoiles. T'sais. Quand il trouve le trou noir au début, c'est le plus gros trou noir que j'ai vu de ma vie, puis là, c'est ça, Borgnine, justement, il dit « Straight out of Dante's Inferno ». Puis ils sont tout le temps en train de dire des affaires comme ça. Ça marche pas. Puis notre robot attachant, joué par le non moins attachant Roddy McDowall, il est haïssable, là, il est détestable, t'as le goût de lui fesser dessus, là, parce qu'il est tout le temps en train de parler avec des genres de citations de Cicéron puis d'affaires comme ça. Il est très imbu de sa propre supériorité intellectuelle, bon, un péril qui nous guette tous. Mais lui, il a sombré dans le trou noir de sa propre prétention, finalement. T'sais. Puis il y a une séquence où est-ce que le jeune premier répond « Ah, Vincent, le nom du robot, est-ce que tu étais programmé pour me tomber sur les nerfs? » Puis le robot répond « Non, monsieur, j'ai été programmé pour vous éduquer. »
puis là, il part, puis pour remonter votre niveau intellectuel. Fait que c'est ça. Fait qu'au niveau contradiction, le robot attachant est haïssable. Le robot attachant, ses particularités attachantes, c'est d'être prétentieux et hautain, puis de faire des citations que tu lui dis, t'as vraiment le goût qu'il arrête d'en faire, là. Dès qu'il en fait tout le long, puis dès la première, t'es là, j'espère qu'il en fera pas tout le long, il en fait tout le long. Puis, mes dernières affaires que je vais dire sur les acteurs, non, 2 affaires. Bon, Anthony Perkins, qui fait le savant. Ben, je regrette de dire, mais, tu sais, à la base, le Trou Noir, c'est un mélange de films pour enfants, bonbons, puis de films d'horreur, grosso modo. Mais avant tout, c'est un film pour enfants. Bon, puis Anthony Perkins, c'est pas un bon choix pour un film pour enfants. T'sais. La spécialité de Anthony Perkins, c'est le gars avec des graves névroses sexuelles. C'est vraiment plate à dire, mais dans Psychose, il fait un tueur en série psychotique. C'est qui a empaillé sa mère, là, OK, par répression sexuelle. Il est voyeur, en plus, puis tout ça, bon. Il joue dans, je pense, ça s'appelle Crimes of Passion, je l'ai pas vu au complet, le film de Ken Russell, où est-ce qu'il joue le client d'une prostituée, là. Je devrais l'écouter, ça, mais... Ouais, je crois comprendre qu'il est très bon là-dedans, mais c'est ultra, hyper, méga glauque, là. Puis il a joué, évidemment, dans les suites de Psychose, qui sont, certainement dans le cas du 2, Psycho 2, c'est hyper bon, le Psycho 2, là. C'est crissement bon. Si vous l'avez pas vu, ça vaut vraiment le détour. Puis c'est bon en énorme partie parce que Anthony Perkins livre la performance de sa carrière en bonne partie. Il est déchirant, là, il brise le cœur, il est super subtil, il est super bon. Mais fondamentalement, c'est ça. Oui, en névrosé sexuel, il est super bon parce que c'est rare que je rentre dans les détails de la vie des gens comme ça, mais Anthony Perkins était un homosexuel qui s'assumait pas. Puis il vivait extrêmement mal. Okay. C'est le fruit de cette époque-là où est-ce que c'était souvent très mal vu, puis il y a des gens qui le vivaient bien, mais lui, c'était pas son cas. Essentiellement, c'est un homosexuel qui voulait pas être homosexuel, puis tout ce qui dégage énergétiquement, en tout cas, moi, je trouve, c'est ça, c'est ce profond malaise sexuel, hyper glauque. Ben, tu mets pas un gars comme ça dans ton film pour enfants, pas parce qu'il est pas fin, pas parce qu'il est pas bon, il est bon, puis tout le monde est d'avis qu'il était au-delà d'adorable dans la vraie vie. Là, je pense que c'est un copain d'Elizabeth Taylor, je suis pas certain. Mais il y a ce genre d'énergie-là. Il y a de l'air... Fait que pourquoi c'est pas un bon choix. T'sais, j'ai l'impression que le réalisateur qui s'appelle Gary Nelson, qui a réalisé Un vendredi dingue, là, la mère et la fille qui changent de corps, là, Freaky Friday, il est surtout connu pour ça. Puis Allen Quatermain 2 avec Richard Chamberlain, qui est vraiment pas terrible. Mais je me demande est-ce que c'est parce que c'est pas un bon réalisateur, on n'est pas les acteurs, là, est-ce que c'est un mauvais directeur d'acteurs? Peut-être, je sais pas. Mais certainement là-dedans, personne n'est bon, puis le dernier acteur, vraiment, Robert Forster, il est sympathique. Je veux dire, moi, je l'aime bien comme gars, mais là-dedans, il est ordinaire. Mais Maximilian Schell, qui fait le professeur Reinhardt, là, je sais pas s'il est supposé être bon ou pas bon, Maximilian Schell, mais il a une longue carrière assez distinguée. Je l'ai vu dans des films allemands des années 60, ou des films de guerre, là, où il était plutôt bon. Puis il y a un petit rôle dans Vampire de Carpenter. Là-dedans, je l'avais trouvé pas mal bon, par exemple. Mais là-dedans, il fait notre capitaine Nemo de l'espace. Il l'a pas pantoute. Je regrette de le dire. D'après moi. Dans mes critères à moi, à un moment donné, vers la fin, il est en train de parler à Maximilien, le robot. Là, il se tape sur le front comme ça, à peu près avec la face que je viens de faire. C'est complètement surréaliste, là. Je peux comprendre qu'un acteur essaie des affaires sur un plateau, mais je comprends pas comment ça peut se ramasser dans le film, la version finale du film. T'sais, je comprends pas comment le réalisateur peut être dans la salle de montage puis se dire « Oui, voilà clairement un truc que je veux conserver dans mon œuvre. » Parce que
Ça marche pas. C'est grotesque. Là. Et justement, au niveau de la réalisation des acteurs puis du cadrage, ben il y a des séquences visuelles qui sont super bonnes, comme j'ai mentionné, puis qui marchent très, très, très bien. Les séquences d'action, ça marche plutôt bien. C'est ça, le truc avec la grosse boule de feu, ça c'est hallucinant. Bon, plein de passes comme ça. Mais en même temps, il y a le blocage, là, comment est-ce que la caméra est placée à l'intérieur des scènes. Moi, il me semble, en tout cas, moi, j'ai trouvé que la direction marche pas, c'est ça ce que je veux dire. Justement, il y a une séquence en particulier que j'ai en tête avec le docteur Reinhardt. Il a invité tout le monde à souper, puis il est en train d'expliquer son plan, n'est-ce pas, d'aller dans le cosmos ou dans le trou noir. Mais la caméra est placée dans une sorte de drôle d'angle, puis il est en train de pointer vers le trou noir, puis on voit pas bien sa face, puis on voit pas bien comment est-ce qu'il pointe. C'est juste mal fait. Okay? Fait qu'encore une fois, c'est ça, c'est très bien réalisé, sauf quand c'est très mal réalisé. Puis c'est ça, les acteurs sont bons, mais ils sont pas bons là-dedans. Les dialogues sont jamais bons dans le film, ça je pense pas qu'il y a beaucoup de bons moments de répliques dans le film. Puis finalement, au niveau de l'intrigue, puis c'est là, je pense, c'est ça le cœur, je pense, du problème dans le film, c'est qu'il y a une prémisse, mais il n'y a pas d'intrigue. Puis il y a des personnages, mais en fait, il n'y a pas de personnages. Puis je pense qu'il est là, ultimement, le problème fondamental du film. Puis c'est peut-être parce que, bon, le développement du film a été échelonné sur plusieurs années. Puis au début, c'était supposé être juste un film un film catastrophe dans l'espace, essentiellement. Puis, bon, de fil en aiguille, ils sont ramassés avec ce film-là. Mais ça donne un peu l'impression d'un film écrit en comité. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire par il y a des personnages, mais il n'y a pas de personnages, puis il y a une prémisse, mais il n'y a pas d'histoire? Ben, pourquoi Reinhardt, il veut aller dans le trou noir? Même après avoir écouté le film à de nombreuses reprises, y compris 2 fois dans le dernier mois à peu près, je le sais pas. C'est un corps céleste, c'est un objet qui est très puissant, et donc quelque chose, puissance, quelque chose, là, l'univers, quelque chose, Dieu. Ce que le film essaye, a l'air de vouloir essayer de dire, c'est le professeur Reinhardt croit que en allant dans le trou noir, il va rencontrer Dieu. Okay? Puis ça serait peut-être justifié par quelque chose, les lois de la physique. Puis il y a absolument moyen de faire quelque chose d'hyper cool avec ça, mais il faut pas que tu me laisses deviner que c'est ça que c'est. Il faut que tu me l'expliques. Ça aurait dû être ça, le discours mal filmé dont je parlais. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'il est en train d'essayer de dire, mais c'est pas clair. C'est ça, il a passé 20 ans de sa vie dans l'espace à préparer ses calculs pour rentrer dans le trou noir, mais c'est jamais expliqué pourquoi. Puis une autre affaire qui marche absolument pas, c'est ça l'affaire, c'est que c'est une série de vignettes, ultimement. C'est pas un film où un événement en amène narrativement un autre. Puis ce que je veux dire par là, c'est le robot Maximilien, qui est encore une fois un super bon concept, le robot est très très cool, là. Il est tout le temps, tu sais, ça, il est menaçant dès le début, il y a des genres de ciseaux, il y a des lames acérées qui tournent, puis il peut transpercer le monde avec ça. Clairement, il est hyper dangereux. À un moment donné, vers la fin, c'est ça, Maximilien bute un des personnages. Là, Reinhardt dit « Ah, c'est mal, Maximilien, t'aurais pas dû faire ça, c'était une bonne personne, etc. » Mais pas longtemps après, il se revire vers la femme télépathe puis dit « Ah, aidez-moi, Max a pris le contrôle du vaisseau, sauvez-moi, laissez-moi partir avec vous. » C'est pas amené du tout, puis c'est jamais rementionné nulle part dans le film. C'est juste, ça arrive, là, scène de 2 minutes. C'est pas préparé. 5 à 10 minutes plus tard, il est revenu sur son plan comme si de rien n'était, d'aller dans le trou noir, puis donne l'ordre d'exterminer nos héros. Oui, Maximilien, élimine-les tous, tuez-les tous. Les personnages agissent pour aucune raison. Ils disent des choses que personne dirait. Ils ont des comportements qu'aucun être humain vraiment aurait. C'est ça, le savant Anthony Perkins décide essentiellement de rester avec le professeur Reinhardt parce qu'au nom de la science, il est tellement captivé par les perspectives des découvertes scientifiques qu'ils vont faire en plongeant dans le trou noir. Mais ça, j'ai pas reconnu un être humain réel à ce moment-là. Puis Borgnine, là je vous vends un punch, Borgnine, un habitué grincheux, sympathique, il se sauve, il abandonne l'équipage au complet sur le Palomino, puis il part avec le vaisseau. Il sacrifie tous ses copains avec qui il a traversé l'espace pour sauver sa propre peau.
ben c'est monstrueux. Comment est-ce qu'on peut écrire un scénario puis se dire oh, mon personnage sympathique va juste trahir tout le monde puis aller dans le, tu sais, abandonner tout le monde à leur propre perte essentiellement. Puis je pense qu'ils ont juste fait ça parce qu'ils se sont dit que ça allait permettre d'avoir la, tu sais, peu importe. Je sais pas, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Puis c'est bourré de séquences puis de détails comme ça. Il y a aussi des ruptures de ton vraiment qui marchent pas, qui détonnent. Là. Je mentionnais, c'est un mélange de films pour enfants, rose bonbon, puis de films d'horreur. C'est ça, la conception des robots attachants, c'est enfant de 4 ans. On voit ces robots-là, puis on voit des scènes où est-ce que Maximilien transperce le ventre de Anthony Perkins avec ses lames rotatives, n'est-ce pas? Puis on a Anthony Perkins là, qui est en train de faire « Ah! » Tu sais, qui se fait éviscérer, là, littéralement. Bon, c'est ça. Puis vers la fin, il y a des cadavres qui flottent dans l'espace, puis tout ça. C'est ça. Bon, c'est un film qui mélange film d'horreur et film pour enfants des studios Disney, il y en a un qui est très très bon, c'est Les yeux de la forêt, je pense que ça s'appelle. Ça, c'est excellent. Je l'ai vu juste une fois, mais c'est très 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 bon. Il y a un côté science-fiction là-dedans aussi. Bon, ça fait que c'est faisable. Puis jusqu'à un certain point, Poltergeist, il y a un petit peu des deux. Bon, fait que ça se fait le film d'horreur, barre oblique, film pour enfants. Mais le Trou Noir, il la trouve pas, cette ligne-là. Fait que c'est ça, fait que c'est une autre contradiction de ton entre le film d'horreur puis c'est ça, le film pour enfants. Puis bon, je pense que si j'en cherchais encore, j'en trouverais d'autres, là. C'est ça, la fin, oui, quand ils rentrent dans le Trou Noir, c'est complètement illogique, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est juste du délire de 2001, du style... délire 2001 au style de l'espace, mais... C'est juste, OK, personne n'a rien compris dans 2001 à la fin, fait qu'on va faire une passe que personne comprend. C'est un peu ça l'impression que ça me donne. Okay. C'est mon impression par rapport à tout ça. C'est que dans 2001, le réalisateur puis le gars qui écrit le scénario, Arthur C. Clarke et Stanley Kubrick, ils savaient ce qu'ils faisaient. La raison pour laquelle il y a un paquet d'images psychédéliques à la fin de 2001, c'est parce que notre astronaute est en train de passer à travers une porte de l'espace. Et cette porte de l'espace-là vient d'une technologie probablement des millions d'années dans le futur, puis cette technologie-là, elle est tellement avancée que lui, il ne reconnaît pas ce qu'il voit. Okay. Fait que c'est pour ça que ça a l'air de des lignes et des affaires de même. Une des beautés de 2001 au-dessus de l'espace, c'est que c'est assez ambigu pour qu'on puisse formuler nos propres hypothèses, mais néanmoins, Arthur C. Clarke et Stanley Kubrick, ils savaient à peu près ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Tandis que ici, je pense que le comité qui a fait The Black Hole, mon comité hypothétique, ils ont juste mis une passe pour faire une passe. Fait qu'il n'y a pas de vrai personnage, il y a des lieux communs qui s'expriment en lieux communs, puis en phrases toutes faites. Puis il y a une bonne prémisse, mais c'est pas l'exploration de la psyché d'un gars, le professeur Reinhardt. C'est pas une histoire d'obsession comme Moby Dick ou un des nombreux films de Star Trek qui sont basés sur Moby Dick. On a un personnage qui a une forme d'obsession, mais c'est pas une exploration de cette obsession-là. C'est une utilisation du lieu commun de l'obsession pour faire avancer des scènes qui sont des vignettes collées ensemble, mais qui vont nulle part, ultimement. Ils racontent rien. Il n'y a pas de vie intérieure chez les personnages, puis peut-être, ça serait mon hypothèse, si je vais conclure là-dessus, que justement, une bonne histoire, même quand dans certains films elle est hyper idéologique, ben, même quand la démarche créatrice est cynique et de mauvaise foi, mais il faut quand même que ton histoire soit l'expression de quelque chose qu'on peut reconnaître comme un reflet de notre propre psyché. En gros, tu sais, comme une histoire que nous-mêmes on se raconte à l'intérieur, ou une affaire de même. Tu sais, ton film, c'est supposé être le reflet extérieur de la vie intérieure de ton personnage principal ou de l'opposition entre ton héros ou ton groupe de héros, mais ça revient au même, entre ton héros et ton méchant. Donc la contradiction intérieure d'une psyché, c'est ça, Dark Vador, le Skywalker, bon, ok. Puis là-dedans, il n'y a rien de ça. Fait que je pense que c'est ça. Je pense que, fondamentalement, le problème de The Black Hole, c'est qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de vie intérieure, il n'y a pas de personnage. Puis je pense qu'il n'y en a jamais eu dans le cours du développement du projet. Je pense que ça donne l'impression d'avoir jamais été plus qu'une série de vignettes. Puis ça marche autant parce que les gens que le réalisateur
a amené dans son équipe, judicieusement, les gens qui ont fait les effets spéciaux, la musique, la conception visuelle, les décors. Bon, ben, il a engagé des gens brillants, comme Ridley Scott a fait dans Alien, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Fait que ouais, il a engagé des gens brillants, puis le génie de ces gens-là, au service de la prémisse, au service de ce film-là, donne quelque chose qui est suffisamment puissant pour me rejoindre émotivement, moi, tout le long du film. Mais le cœur du film est vide. Je pense que c'est ça le problème. C'est ça, je pense que c'est juste un film qui sait pas qu'est-ce qu'il veut dire. Je pense qu'ils se sont pas posé la question. Fait que c'est à peu près ça. J'aime ça pareil de Black Hole, mais j'aime, comme je le disais, beaucoup ça. Mais c'est ça. C'est aussi un des pires films de tous les temps. Recommandation, pour comparer, la recommandation, c'est un film soviétique qui a beaucoup de parallèles intéressants avec le Trou Noir, c'est Moscou Cassiopée. Puis en fait, il y a 2 films. J'avais commencé en me disant que j'allais recommander seulement le 2e, mais en vérité, c'est sorti sous la forme de 2 films. Un, je pense, en 73, l'autre en 74, ou une année plus tard. C'est une année de différence entre les deux, là, autour de 1974. En vérité, c'est juste un seul film, mais ils se sont rendus compte en le faisant que ça allait durer 3-4 heures. Ça fait qu'ils ont tourné ça en 2 films. Puis qu'est-ce que ça raconte? Ben, c'est un film pour enfants. C'est un space opéra pour enfants. Il y a là le rapprochement. Donc, c'est une mission soviétique, puis ils veulent aller sur une autre planète qui est à 27 années-lumière, quelque chose comme ça. Ça va prendre 27 ans pour se rendre. Et donc, ils décident de former des adolescents pour être les astronautes pour cette mission-là, avec l'idée que quand ils vont arriver sur la planète dans 27 ans, ben, ils vont être dans leur quarantaine, quelque chose comme ça. Puis ils auront le temps de revenir en plus, si ça se trouve. Je ne me rappelle pas si le retour est prévu, ça, honnêtement, j'ai oublié. Mais en gros, c'est ça. Donc, dans le premier film, on suit l'entraînement, bonne partie, de mémoire, ça fait longtemps que je l'ai vu, là. On suit l'entraînement de ces adolescents-là. Puis, dans le deuxième, il y a un addon, il y a un accident, il y a un phénomène, peu importe X, là, qui fait que ça ne leur prend pas 27 ans, ils se rendent là quasiment tout de suite, en vérité. Là, ils arrivent à l'autre planète presque immédiatement, très rapidement. Fait qu'ils débarquent toujours adolescents sur la planète lointaine. Puis là, justement, ils vont rencontrer des robots qui parlent en sifflant. OK. Un peu comme le Martien de Noël, dans mon souvenir. En tout cas, bref. Ils rencontrent des Martiens, une société du futur, nanana. C'est réalisé par, je pense, Richard Victorov, quelque chose comme ça. Le gars qui a réalisé le film, c'est le gars qui a fait À travers les ronces vers les étoiles, là, dont j'avais déjà parlé sur la chaîne il y a un bon moment. Donc, c'est une sorte de spécialiste de la science-fiction soviétique. Fait qu'il s'en sort plutôt bien, mais tout le côté artisanal, grandiose, le côté... Il n'y a pas la musique de John Barry, il n'y a pas les décors hallucinants, il n'y a pas la grosse séquence avec la boule de feu. Là, moi, ce dont je me souviens dans Moscou Cassiopée, ou dans le deuxième, là, les ados dans l'espace, ce dont je me souviens, c'est du robot qui parle en sifflant, puis il y a un genre de... Je pense qu'il y a des tunnels pour communiquer avec les villes souterraines, puis tout ça. Donc, je me rappelle de ça, mais je me rappelle que ça faisait pas mal plus petit budget que le Trou Noir. Mais ce dont je me souviens aussi, c'est que le ton marchait. Puis c'est pour ça que j'en parle, puis c'est pour ça que je le recommande. Puis c'est pour ça que c'est un miroir complémentaire avec le Trou Noir. Parce qu'il y en a un qui est magistral au niveau visuel, émotif, musical, etc. Puis c'est colossal, encore une fois, le Trou Noir, j'adore ça, malgré ses défauts. Mais Moscou Cassiopée, même si c'est un film pour enfants, ados, un petit peu peut-être maladroit au niveau du ton, comme le Trou Noir jusqu'à un certain point, mais malgré ça, émotivement, ça fonctionne. Il y avait un côté... On s'attache justement au personnage, on croit dans ces jeunes garçons et filles. Puis j'avais juste aimé ça. Quand le film était fini, je m'étais dit que j'avais aimé l'histoire, j'avais aimé les personnages, j'avais trouvé ça touchant puis intéressant au niveau science-fiction. Ça fait que pour un film pour ados soviétique, c'est plutôt cool, Moscou Cassiopée.
Puis c'est ça, c'est un bon programme double ou triple, si on le compte comme 2 films, avec Le Trou Noir. Mais pourquoi est-ce que c'est bon, donc, Le Trou Noir? Ben, c'est bon parce que la musique est malade mentale, parce que visuellement, c'est grandiose et prodigieux, puis parce que la prémisse est très, 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 très forte. Mais c'est surtout parce que visuellement, c'est hyper cool, et que la musique est bonne. Voilà!